Un anévrisme correspond à un gonflement d'une partie d'un vaisseau sanguin où le sang s'accumule. Comme un ballon trop gonflé, l'anévrisme peut se rompre entraînant une hémorragie. La plupart des anévrismes se produisent au niveau d'artères. Une artère est constituée de 3 couches. La première, l'intima, est la couche la plus profonde en contact avec le sang. Elle est constituée d'un endothélium, c'est-à-dire de cellules aplaties parallèles au grand axe du vaisseau. Celle-ci repose sur une membrane basale avec un tissu conjonctif lâche sous-jacent. La deuxième couche est la média. Cette couche est composée principalement de fibres musculaires lisses disposées de façon circulaire par rapport au vaisseau. La média vise à maintenir voire réduire le calibre du vaisseau. La média est séparée de l'intima par des fibres élastiques que l'on appelle une limitante élastique et interne. La troisième couche, la plus externe, est l'adventice. Elle est séparée par la média par une limitante élastique externe. L'adventice correspond à du tissu conjonctif dense renfermant des petits nerfs et des vaisseaux servant à irriguer les grosses artères. L'anévrisme peut provenir d'un amincissement de la média, il est alors sensible à la pression. Il peut être provoqué par un dépôt de graisse, athérome, qui va modifier le vaisseau et le rendre plus fragile. L'anévrisme peut être causé par une hypertension artérielle qui, sous des coups répétés de pression élevée, force sur la paroi du vaisseau et provoque l'anévrisme. Le polygone de Willis, situé à la base du cerveau, est constitué de grands axes artériels connectés les uns aux autres. On parle d'un réseau anastomotique. Celui-ci assure l'irrigation du cerveau. On distingue, en postérieur, les artères vertébrales qui se rejoignent pour former le tronc basilaire qui donne naissance aux 2 artères cérébrales postérieures. En antérieur, les carotides internes qui ne se rejoignent pas directement mais sont en communication via l'artère communicante antérieure. Les carotides internes donnent naissance aux artères cérébrales antérieures. Ces dernières sont en communication directe avec les artères cérébrales moyennes. Celles-ci communiquent avec les artères cérébrales postérieures via les artères communicantes postérieures qui sont entourées sur le schéma. Un anévrisme sur l'une d'elles comprime le nerf oculomoteur passant à proximité. Le nerf oculomoteur, ou nerf 3, fait partie des 12 paires de nerfs crâniens. Ces derniers sont en provenance directe du cerveau ou du tronc cérébral. Un nerf peut être comparé à un faisceau électrique. Il conduit des informations sous forme de potentiel d'action, c'est-à-dire des courants électriques particuliers. Un nerf est constitué d'un ensemble d'axones comparables à des fils de cuivre entourés de cellules de soutien, principalement des cellules de Schwann servant à la myélinisation de ces axones, permettant une meilleure conduction du courant. Ces cellules sont elles-mêmes entourées d'une membrane basale servant à délimiter chaque axone. Cette membrane participe à la formation de l'endonerve qui correspond à du tissu conjonctif lâche comparable à la gaine en plastique ou en caoutchouc entourant les fils de cuivre. Plusieurs axones sont entourés de la périnève correspondant à un câble électrique. L'ensemble des axones est entouré de l'épinerve, la gaine du nerf. Le nerf 3 émerge dans le sillon interpédonculaire en passant entre l'artère cérébrale postérieure et l'artère cérébelleuse supérieure. Il chemine latéralement à l'artère communicante postérieure et se termine au niveau de la fissure orbitaire supérieure. L'oculomoteur est constitué principalement de 2 types de fibres. Il est dit mixte. Il y a les fibres motrices situées au centre du nerf. Elles servent à innerver les muscles extrinsèques de l'œil. Les fibres parasympathiques, quant à elles, sont situées sur la partie périphérique et servent surtout à l'accommodation de l'œil. Après avoir dépassé le polygone de Willis, les fibres du nerf 3 vont croiser, c'est-à-dire passer du côté opposé à leur origine. Une lésion du nerf gauche a une influence sur le droit et inversé. L'œil est innervé par plusieurs nerfs différents, mais nous ne retiendrons que le 3 dans ce cas-ci. L'œil est constitué de muscles dits intrinsèques et extrinsèques. Les muscles intrinsèques, dont le muscle ciliaire, servent à l'accommodation, c'est-à-dire rendre net les objets que l'on veut regarder, mais aussi à la constriction de la pupille qui réduit la quantité de lumière entrant dans l'œil. Le muscle ciliaire est innervé par le contingent parasympathique. Les muscles extrinsèques servent au mouvement du globe oculaire dans son orbite. Ils permettent de suivre un objet du regard sans devoir tourner la tête. Les muscles intrinsèques sont principalement innervés par les fibres parasympathiques et les extrinsèques, le droit supérieur, l'inférieur, le latéral et l'oblique inférieur par les fibres motrices du nerf oculomoteur. Le muscle releveur de la paupière est également innervé par ce dernier. Nous pouvons séparer les symptômes en 2 catégories selon leur ordre d'apparition. Attention, ces règles n'est pas générale et certains symptômes ne sont pas toujours présents. Les premiers, pupille dilatée ou mydrias, douleur au niveau de l'œil et absence de réflexe d'accommodation sont les symptômes liés au contingent parasympathique du nerf 3 étant donné que celui-ci est le premier à être comprimé par l'anévrisme. La mydriase est dite aréactive car elle ne agit ni au changement de luminosité ni au rapprochement d'un objet, test à la lumière et test de rapprochement d'un doigt. Les symptômes venant ensuite sont dus à la compression de la composante motrice du nerf oculomoteur. Le patient est atteint d'un strabisme dit externe, c'est-à-dire que son œil regarde vers l'extérieur. On observe aussi une chute de la paupière ou ptosis car le muscle releveur de la paupière n'a plus d'effet. Enfin, les yeux n'étant plus alignés sur un plan horizontal, le patient est atteint d'une diplopie, c'est-à-dire une vision double, dite horizontale car un même point est projeté sur 2 endroits différents de l'œil. Pour corriger ces symptômes, il faut supprimer la compression de l'anévrisme sur le nerf oculomoteur. Cela se fait par exérèse chirurgicale de l'artère communicante postérieure altérée.
Cette opération n'affecte pas la vascularisation cérébrale via le polygone de Willis, car les autres vaisseaux assurent la vie carieuse du cerveau.